Ça avait été une journée merveilleuse, n'est-ce pas? Vers 1 heure aujourd'hui, j'avais vraiment chaud dans cette pièce et je me demandais si j'étais en train d'avoir des bouffées de chaleur préménopausiques ou quelque chose comme ça. Et puis j'ai réalisé que non, je ne suis pas une femme, donc ça ne peut pas être ça. Alors je me suis dit, peut-être que je fais une crise de la quarantaine version masculine. Et puis j'ai commencé à demander autour de moi, et beaucoup de gens avaient très chaud ici. Avez-vous chaud maintenant? Nous nous sommes un peu rafraîchis, non? Oui, d'accord. Eh bien, c'est vraiment une bénédiction. Quoi qu'il en soit, c'est un privilège de venir partager avec vous ici ce soir. Et ce matin, j'ai parlé du donjon numérique 1. Ce soir, je vais parler du donjon numérique 2. Comme je l'ai dit ce matin, une partie de notre rôle en tant que pasteur est de préparer les gens à ce qui les attend. Et donc, je prends cela très au sérieux. Parce que nous vivons et nous sommes sur le point d'entrer dans une période de trouble comme il n'y en a jamais eu. Nous devons donc réfléchir à la manière dont nous allons traverser ces temps et quelle est notre source de force et quelle est notre source d'espérance. Et donc demain, j'ai prévu 2 interventions assez différentes, mais ce soir, je vais continuer avec ce concept du donjon numérique. Et comme ce matin, j'ai parlé du donjon numérique 1, j'ai imaginé renommer celui-ci donjon numérique 2. Je vous invite donc à incliner la tête avec moi et nous allons inviter la présence du Saint-Esprit. Père céleste, nous te remercions pour les bénédictions de la vie. Nous te remercions que les heures du sabbat soient arrivées. Nous te remercions de ce que nous pouvons nous écarter du monde du travail et pour beaucoup d'un monde d'inquiétude. Je te demande, Seigneur, qu'alors que nous entrons maintenant en ta présence, ton Saint-Esprit murmure à nos oreilles, « Voici le chemin, marchez-y ». Seigneur, nous savons que nous vivons des temps troublés, mais tu nous as donné la voix prophétique comme une lampe de poche pour nous guider à travers les temps sombres et difficiles. Et Père, tu as promis que les dons de l'Église seraient actifs depuis l'époque des apôtres jusqu'à la seconde venue. Et nous prions, Seigneur, pour ce soir, pour le don de sagesse et pour la compréhension des temps dans lesquels nous vivons. Alors, Seigneur, nous remettons le reste de cette soirée entre tes mains. S'il te plaît, parle à travers moi et pour moi, telle est ma prière au nom de Jésus. Amen. Très bien, voici donc notre parcours. Ce soir, je vais parler des villes intelligentes. Avez-vous entendu parler des villes intelligentes? Oui, avez-vous entendu parler des villes de 15 minutes? Oui, elles ont commencé à être mises en place pendant la pandémie. Et elles ont vraiment commencé à prendre de l'ampleur dans certaines parties de l'Europe. Oxford, la ville universitaire en Angleterre, a décidé de diviser sa ville en zones de 15 minutes. Et tout le monde était restreint à une certaine zone. Et ils ont un peu estimé cela. Pour la plupart des gens, sauf évidemment dans le nord du Maine, ils sont à moins de 15 minutes en voiture de leurs soins médicaux, de leur éducation et de leur approvisionnement alimentaire. Évidemment pas dans le Maine, n'est-ce pas? Mais pour la plupart, la majorité des gens dans le monde se trouvent à environ 15 minutes de l'éducation, de la nourriture, de la santé et de l'emploi. Ces 4 choses-là. Et donc les urbanistes en Europe ont commencé à reprendre une vieille idée soviétique, celle des villes de 15 minutes. Et cette idée vient effectivement de l'Union soviétique. Et elle n'a pas été conçue pour faciliter la vie, mais pour la restreindre et limiter la liberté. Et donc, voici notre parcours pour ce soir. Nous allons examiner certains objectifs des villes intelligentes. Nous allons voir quelques projets de villes intelligentes en cours. Nous allons aussi nous pencher sur certains dangers liés aux villes intelligentes. Nous allons examiner certains des choix que nous devons faire concernant les villes intelligentes, puis les dilemmes qu'elles posent avant d'arriver à notre conclusion. Voilà donc notre parcours pour ce soir. Est-ce que l'un d'entre vous se souvient de Shanghai pendant la pandémie? Non. Quand les gens étaient enfermés dans leurs appartements par la police, que les portes étaient scellées de l'extérieur et que des personnes sont littéralement mortes de faim dans leurs appartements. C'était une chose terrible, vraiment terrible. Et dans différentes parties du monde, nous avons vu des confinements imposés par les gouvernements qui enfermaient littéralement les gens chez eux, dans leurs propres appartements. Et donc, à la suite de la pandémie, on observe aujourd'hui un regain d'intérêt dans le monde entier pour ce qu'on appelle les villes intelligentes. Ainsi, parallèlement au déploiement des MNBC et des identités numériques, de nombreux gouvernements à travers le monde investissent massivement dans la technologie des villes intelligentes.
Et il y a seulement quelques semaines, à Barcelone, s'est tenu le 4e Smart City Expo World Congress, qui a attiré plus de 20 000 participants. Et parmi eux, on retrouvait des gouvernements nationaux, des entreprises mondiales, des géants de l'informatique, tous réunis pour discuter de la manière de remodeler le paradigme urbain afin d'obtenir ce qu'ils appellent des villes plus durables, plus efficaces et, selon leurs termes, plus centrées sur l'humain. Mais intelligent est synonyme de surveillance, comme nous allons le voir. Alors, quels sont certains des objectifs des villes intelligentes que l'on observe aujourd'hui autour de nous? Eh bien, le premier point est que les gouvernements parlent d'un accès équitable aux ressources et aux commodités, comme par exemple l'ajustement dynamique des transports publics ou des services publics dans les zones mal desservies. Au fil de la journée, un autre objectif des villes intelligentes, c'est ce qu'ils appellent une participation citoyenne renforcée, ce qui signifie que vous disposez de plateformes en ligne permettant aux gens de voter directement sur des initiatives urbaines locales, de donner leur avis sur les décisions locales. Et idéalement, l'objectif est d'augmenter l'engagement et l'implication des citoyens dans le processus de planification urbaine. C'est donc le deuxième objectif dont on entend parler lors de ces conférences. Le troisième, c'est ce qu'ils appellent des environnements plus inclusifs. Il s'agit de concevoir des infrastructures intelligentes qui incluent les femmes, les minorités, les migrants, les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap. Des exemples de cela seraient l'amélioration de l'éclairage dans les espaces publics pour accroître la sécurité des groupes vulnérables. Lorsque j'étais dans le nord de l'Irak en 2014 à 2015, à l'époque où Daesh progressait là-bas, je traversais des camps, principalement occupés par des chrétiens qui avaient fui Daesh à Mossoul. Et nous avons demandé dans les camps, quel est votre besoin le plus urgent? Et ce n'était pas la nourriture ni les soins médicaux. Le besoin numéro 1 pour les femmes était, disait-elle, nous avons besoin de latrines bien éclairées et situées au centre du camp, parce que nous devons quitter le camp la nuit pour subvenir à nos besoins personnels et nous nous faisons capturer et exploiter. Nous voulons donc des latrines bien éclairées au centre des camps afin de pouvoir aller satisfaire nos besoins d'hygiène personnelle, sans risquer d'être enlevés ou victimes de trafic. Et donc, pendant que j'étais avec AFM, nous avons récolté des fonds et c'est ce que nous avons fait. Nous avons construit dans plusieurs camps une douche sur les blocs d'arbres, juste au centre, avec des murs tout autour et beaucoup d'éclairage. Et les femmes étaient ravies qu'il y ait un environnement plus inclusif pour elles. Je ne suis pas sûr que l'urbanisme intelligent soit simplement une question de préoccupation pour son prochain, vous savez, faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7, 12. Ensuite, il y a un autre objectif des villes intelligentes est de lutter contre la désinformation. Eh bien, vous savez, le journal d'État, le journal du Parti communiste s'appelait la Pravda, ce qui signifie vérité. Et bien sûr, tout ce que vous y lisiez n'était pas la vérité. Et j'en suis venu à la conclusion aujourd'hui que si vous voulez connaître la vérité, écoutez ce que Fox, CNN ou la BBC vous disent et supposez exactement le contraire. Et alors, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Si vous voulez connaître la vérité, s'ils disent que c'est une théorie discréditée, alors vous savez que c'est probablement vrai. Et plus ils attaquent avec véhémence une certaine interprétation de l'actualité, plus il est certain que c'est la vérité. Mais dans les objectifs des Smart Cities, il y a encore un objectif de lutte contre la désinformation. Par exemple, ils disent que lorsqu'il y a une urgence publique, nous voulons pouvoir informer immédiatement la population. Ainsi, ils ont besoin que les gens sachent comment réagir. S'il y a un incendie, comme à Paradise en Californie, s'il y a un tremblement de terre à Tokyo, s'il y a un tsunami en Asie du Sud-Est, nous devons pouvoir informer les citoyens en quelques secondes afin qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire et qu'ils prennent des mesures qui sauvent des vies dans les 90 secondes ou la minute suivante pour éviter la catastrophe qui menace la ville. Et puis, il y a l'idée que les gouvernements veulent optimiser les meilleures conditions de vie. Cela consiste à utiliser la technologie pour minimiser le trafic, réduire la pollution et répartir efficacement les ressources urbaines afin que la qualité de vie soit maximisée pour les citoyens. Tout cela semble plutôt agréable, n'est-ce pas?
Tu n'as pas l'air convaincu. Je devrais changer de métier. Je ne suis pas un bon vendeur pour les villes intelligentes, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, ce sont les objectifs des villes intelligentes et lors du récent Smart City Expo qui s'est tenu là-bas à Barcelone, plus de 850 grandes villes du monde étaient représentées. Et ce sont les objectifs dont il parlait. Et quand on pense par exemple au maire de Mexico, avec 30 millions d'habitants dans sa ville, ces maires sont incroyablement puissants. Ils disposent d'énormes ressources et s'associent à des entreprises mondiales d'informatique et de technologie pour transformer radicalement la vie au sein des villes intelligentes de notre monde. Alors, quels sont quelques-uns des projets de villes intelligentes qui se déroulent actuellement? Eh bien, je vais vous donner quelques exemples ici, et l'un d'eux concerne la mobilité et les transports. Par exemple, les feux de circulation sont désormais contrôlés par l'IA en interne. Et ils apprennent maintenant à s'adapter en temps réel à la congestion, ce qui peut vraiment réduire le temps passé à l'arrêt ou les temps de trajet domicile-travail. J'ai remarqué, en traversant des villes en voiture, que si j'ai une longue route avec 10 carrefours, si je passe le premier feu au vert, je peux passer tous les autres au vert aussi. Mais si je tombe sur le premier feu au rouge, devinez ce qui va se passer. Ils seront tous rouges. Il vaut mieux attendre sur le côté de la route jusqu'à ce que le feu passe au vert, puis foncer, car vous passerez tous les feux suivants. Sinon, vous allez simplement tout rater. Mais l'IA est déjà utilisée dans des endroits comme Londres et Dubaï de façon dynamique pour tous les feux de circulation afin d'optimiser le flux de la circulation. Et nous envisageons des transports publics connectés. Ainsi, les usagers commencent maintenant à recevoir des mises à jour en temps réel sur la localisation des bus et des trains. Les itinéraires peuvent être modifiés à la demande, en fonction de la demande. Par exemple, à Londres et à New York, ils fournissent des données ouvertes en temps réel pour que les développeurs créent des applications de transport. Et Dubaï teste des véhicules autonomes dans des zones géoclôturées avec des itinéraires adaptatifs. Nous voyons également le déploiement d'infrastructures pour véhicules électriques avec des réseaux intelligents et des capteurs de stationnement intégrés aux bornes de recharge pour véhicules électriques. Et certaines villes ajustent les prix à la minute en fonction de l'offre et de la demande pour équilibrer la situation. Nous voyons aussi l'utilisation de véhicules autonomes et de drones dans nos villes. On observe des couloirs désignés ou des zones de test pour les véhicules autonomes, ainsi que pour les bus ou les drones de livraison. Et l'utilisation de jumeaux numériques permet aux villes de simuler des scénarios de circulation. Par exemple, Singapour dispose d'un jumeau numérique. Et lorsque le gouvernement veut savoir ce qui va se passer à Singapour, si des travaux routiers sont effectués sur cette route pendant les 2 prochains mois, il passe cela par le jumeau numérique, puis l'IA simule ce qui va arriver au flux de circulation dans cette ville en particulier. Ainsi, ils savent à l'avance ce qu'ils doivent faire pour minimiser les perturbations dans la ville. Donc vous avez la ville physique, mais vous avez aussi une version numérique de la ville. Et les urbanistes utilisent cela lorsqu'ils planifient quoi faire concernant certaines choses. Quand je vivais à Dubaï, j'ai remarqué que parfois on se réveille le matin et 3 ou 4 grandes routes sont tout simplement bloquées. Est-ce que quelqu'un ici vit à Dubaï? Oui, d'accord. C'est un endroit incroyable, n'est-ce pas? L'architecture est... Ils savent comment construire des bâtiments impressionnants là-bas. Et donc, j'ai demandé à quelqu'un là-bas, j'ai dit, eh bien, comment ça se fait? On lit dans les journaux que la population a considérablement diminué ces dernières années, mais comment se fait-il que les routes soient tout aussi encombrées? Comment cela s'explique-t-il? Et la réponse que j'ai eue de ce type, qui était le chef de l'ingénierie routière à Dubaï, c'est qu'il était adventiste. Il dirigeait une entreprise appelée la Seven Day Engineering Company. Et il était le chef de l'ingénierie routière. Il a dit « Coranti, pour donner aux gens l'illusion que la ville se porte bien, quand la population diminue, ils ferment simplement des corridors clés. Ainsi, ils maintiennent le même niveau de congestion. » Donc, on ne se rend pas compte qu'il y a moins de voitures à Dubaï. Ils ont simplement fermé ces axes pour des réparations artificielles. C'est une ville intelligente, pourrait-on dire, qui trompe ses propres habitants en leur faisant croire que la situation n'est pas aussi mauvaise que ce qu'on entend aux informations, simplement en fermant des routes.
Ainsi, vous pensez qu'il y a toujours autant de monde sur la route. Ensuite, il y a les initiatives en matière d'énergie et d'environnement. Les villes mettent désormais en place des réseaux intelligents. Ceux-ci sont équipés de capteurs pour équilibrer l'offre et la demande de manière autonome. Ils intègrent donc les énergies renouvelables afin de pouvoir isoler les pannes. Ainsi, par exemple, la ville de Copenhague utilise la technologie des réseaux intelligents pour gérer les apports éoliens et solaires et éliminer les déchets. Une fois, je prenais un vol du matin de Spokane à Denver sur le chemin du retour vers Chicago. J'ai toujours l'impression de prendre ces vols à 5 heures du matin, mais ce jour-là, je rentrais à 5 heures du matin de Spokane à Denver. Et à 5 heures du matin, le matin, je n'ai pas vraiment envie d'une longue conversation. Mais quoi qu'il en soit, j'ai eu la chance de m'asseoir à côté du directeur national d'une entreprise qui fabrique 70% des compteurs électriques intelligents en Amérique. Et c'était une conversation fascinante. Et il était très enthousiaste à l'idée que nous devrions tous installer des compteurs intelligents chez nous. Et il a dit, nous pouvons suivre votre activité tout au long de la journée, simplement grâce à votre consommation d'électricité. Nous pouvons prédire votre consommation d'électricité au fil de la journée. Il a dit, nous savons quand vous allez à l'église, nous savons quand vous allez à la salle de sport, nous savons quand vous partez en vacances. Et à partir de là, nous pouvons prédire et savoir quand il y a une effraction chez vous. Et nous pouvons prévenir le 911 parce que nous savons que vous êtes absent. Nous pouvons prédire vos habitudes grâce aux compteurs intelligents. Il dit, nous pouvons apprendre énormément de choses rien qu'à partir de votre consommation d'électricité avec ces compteurs intelligents. Eh bien, c'était une conversation fascinante. Ça m'a tenu éveillé à 5 heures du matin, mais nous sommes ensuite passés à une autre conversation. Nous avons parlé d'exorciser des démons et c'était une conversation très intéressante. Mais bref, en ce qui concerne l'énergie et l'environnement, nous avons maintenant une gestion intelligente des déchets. Ainsi, Cincinnati utilise des poubelles intelligentes qui réduisent les collectes inutiles. Donc à Cincinnati, vos ordures peuvent ne pas être ramassées cette semaine parce que la poubelle informe la société de collecte qu'il n'y a pas assez de déchets pour s'arrêter et les récupérer. Ainsi, ils rendent la collecte des déchets plus efficace là-bas à Cincinnati. Nous avons aussi une gestion intelligente de l'eau. Ainsi, Singapour dispose d'un réseau intelligent pour le système d'eau. Ils détectent instantanément les anomalies de pression, ce qui leur permet d'envoyer des équipes pour réparer les fuites dans le système d'eau, économisant ainsi des millions de gallons d'eau chaque année. Et nous avons aussi, pour l'environnement, la surveillance de la qualité de l'air. Si vous allez à Delhi, en Inde, la capitale, New Delhi, il existe une application là-bas qui vous permet de suivre la qualité de l'air dans chaque district de Delhi. Vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce important? Eh bien, allez, passez un peu de temps à Delhi. C'est écœurant, l'air à 7 heures du matin, parce qu'il y a des millions de personnes qui vivent dans la rue et qui vont aux toilettes dans la rue. Et quand vous sortez de chez vous à 7 ou 8 heures du matin, l'endroit sent mauvais, comme une égout à ciel ouvert. Et la concentration de pollution dans l'air est tellement forte que vous pouvez presque la toucher avec vos mains. Et donc, il existe des applications à Delhi qui vous indiquent, certaines sont gouvernementales, d'autres privées, et elles vous informent sur la qualité de l'air dans ce quartier à ce moment précis. Et voici ce qui est prévu en fonction des prévisions de vent pour le reste de la journée. Ensuite, il y a des projets de villes intelligentes liés à la sécurité publique. Par exemple, il y a la vidéosurveillance. Les caméras, désormais couplées à l'IA, peuvent détecter des anomalies dans les mouvements de foule. Ainsi, si quelqu'un tombe d'un quai de gare ou si des personnes se rassemblent pour se battre, les téléviseurs intelligents couplés à l'IA permettent à la police d'être dirigée vers cet endroit même avant que des gens n'appellent à l'aide. Des dispositifs de réponse aux catastrophes renforcent la sécurité publique. Des IA analysent les réseaux sociaux pour détecter des signaux de détresse et améliorer les secours. Tokyo dispose ainsi d'un système d'alerte précoce relié au téléphone pour alerter les habitants avant une catastrophe. Lors d'un séisme, cela permet de se mettre à l'abri avant l'impact. Et puis, il y a l'éclairage public intelligent. Ainsi, les lampadaires s'atténuent ou s'éclaircissent s'il n'y a personne qui passe. Ou bien, si vous arrivez dans cette rue, la lumière s'allume soudainement sur vous.
Et lorsque vous les traversez, les lumières s'éteignent derrière vous. Et donc, voici quelques exemples de projets de villes intelligentes. Ensuite, il y a les services aux citoyens et la gouvernance électronique. Aujourd'hui, on voit apparaître dans le monde entier des portails numériques pour les citoyens ou des applications qui font tout. De la demande de permis à l'inscription de vos enfants à l'école, la consultation de vos dossiers médicaux, l'inscription aux services publics et le paiement de vos impôts. L'Estonie est en fait le leader mondial dans ce domaine. Et en Estonie, environ 99,9% de tous les services gouvernementaux sont désormais accessibles depuis une seule application sur votre téléphone portable. L'Estonie est à la pointe mondiale des services numériques citoyens. Il y a aussi les chatbots IA disponibles 24h24 et 7J7. Avez-vous déjà testé un chatbot? Oh, croyez-moi, ils sont vraiment performants. Ils sont vraiment performants. Donc, si je dois prendre l'avion quelque part et que j'ai besoin de modifier mon vol pour une raison quelconque, disons que je voyage avec ma femme quelque part et que je vais sur le site de United et que je voyage avec ma femme, le jeudi nous partons et nous revenons le dimanche. Mais elle doit prendre un vol plus tôt le dimanche, ce qui, si vous passez par l'ancienne méthode, signifie que nous avons maintenant 2 codes différents pour nos vols. Et cela peut prendre du temps à faire si vous avez acheté les billets sur une seule réservation. Maintenant, il suffit d'aller sur le chatbot de United. Et ils peuvent le faire avec vous. Et vous discutez avec un système d'IA qui vous pose des questions. Et vous discutez, il vous dit ce qu'il veut et il le fait pour vous. C'est incroyable, même sur mon propre site web, un N2P. Je ne l'ai pas encore fait. Mais mon fils n'arrête pas de me dire « Papa, tu as besoin d'un chatbot pour répondre aux questions du genre. Pourquoi tu réponds à ton téléphone ?» Mais simplement un chatbot sur ton site web. Et si les gens posent des questions, l'IA peut y répondre pour eux. Je ne suis pas encore sûr de vouloir faire ça. Peut-être que c'est bon pour les mariages, non? Parle au chatbot, s'il te plaît. Mais de toute façon, nous avons d'autres exemples de gouvernance électronique. Donc Londres gère un entrepôt de données et New York a ce qu'ils appellent des données ouvertes, ce qui représente des centaines de jeux de données, allant de la surveillance de la qualité de l'air aux dépenses contractuelles. Et les citoyens de ces villes peuvent télécharger des données et recueillir des données à partir de ces sources de données ouvertes, ces bases de données en ligne, et ils sont capables de développer des applications qui améliorent la qualité de vie dans cette ville. Ainsi, à Londres, quelqu'un a développé une application pour signaler la présence de rats, basée sur les dossiers de santé publique, qui sont désormais d'intérêt public. Je pense qu'à San Francisco, il existe probablement une application pour signaler les déjections humaines dans les rues. Mais à Londres, on peut désormais suivre les déplacements des rats sur une application, grâce à ces données ouvertes que le gouvernement met à disposition du public. Et puis, il y a l'entretien des bâtiments et des infrastructures. J'en ai encore un après celui-ci. Ce sont des exemples de projets de villes intelligentes. Ainsi, de nouveaux bâtiments sont construits dans certaines régions du monde avec de multiples capteurs intégrés contrôlant l'éclairage, le chauffage et la ventilation. Et ils évaluent l'occupation, la température extérieure et la température intérieure. Et ils ajustent continuellement les systèmes pour maximiser le confort des personnes à l'intérieur du bâtiment. Incidemment, la recherche du confort est préjudiciable à votre santé. Juste pour information. La recherche du confort est préjudiciable à votre santé physique. Réfléchissez-y un instant. La recherche du confort, acheter ce beau fauteuil relax, devenir un pantouflard, est préjudiciable à votre santé. Le confort n'est pas forcément une si bonne chose pour nous en tant qu'êtres humains, mais nous aimons les bâtiments confortables. Et donc, j'ai déjà mentionné les villes jumelles numériques, mais Dubaï possède des gratte-ciels intelligents qui revendiquent d'importantes réductions d'énergie grâce à leurs systèmes automatisés. Et il y a aussi la maintenance prédictive. Ainsi, des capteurs sur les ponts, les routes, les voies ferrées surveillent la santé structurelle, détectent les vibrations et les fissures et alertent avant qu'une défaillance ne se produise sur un pont ou une voie ferrée. Ainsi, Chicago a désormais des capteurs sur ses principaux ponts pour mesurer le stress en temps réel et indiquer aux autorités quand des réparations doivent être effectuées. Ensuite, il y a les villes intelligentes en lien avec la santé et bien-être.
Par exemple, nous avons la télémédecine. Est-ce que l'un d'entre vous a utilisé la télémédecine pendant la pandémie? Oui. Quelqu'un utilise-t-il la télémédecine aujourd'hui? Probablement, oui. Nous aimons utiliser la télémédecine. Aujourd'hui, les villes et systèmes de télémédecine sont utilisés pour que vous puissiez recevoir des soins médicaux à domicile, sans quitter votre maison, sans aller à l'hôpital. Et cela réduit les visites à l'hôpital et les déplacements en ville. Ainsi, de nombreuses villes aujourd'hui, comme Toronto et Séoul, fournissent des objets connectés intelligents aux personnes âgées, afin qu'elles puissent alerter le médecin si quelque chose ne va pas avec cette personne. Vous savez, si elles sont mortes, si leur cœur s'est arrêté ou autre chose. Ils peuvent informer un médecin que cette personne a besoin d'aide. Il existe aussi le suivi de la santé environnementale. Il existe donc maintenant des applications comme à Los Angeles qui suivent non seulement la qualité de l'air, mais aussi les niveaux de bruit, les îlots de chaleur urbains et les plaintes de bruit en temps réel. Ainsi, les autorités peuvent dépêcher des équipes de médiation pour essayer de résoudre les problèmes. Voilà donc quelques exemples de projets de villes intelligentes qui se développent autour de nous. Mais quels sont certains des dangers liés à cela? Parce que lorsque vous écoutez les rapports de ces expositions sur les villes intelligentes et que vous voyez Microsoft, Oracle et les grandes entreprises informatiques, ainsi que les principaux groupes de transport du monde, et ces maires des plus grandes villes du monde, tous réunis pour discuter de la manière de rendre la vie plus efficace, tout cela repose sur une collecte de données 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est là-dessus que cela repose. Cela dépend de millions de capteurs répartis dans toute la ville qui détectent différentes choses. Et vous pourriez dire, eh bien, c'est plutôt cool, c'est sympa et c'est vraiment utile. Mais l'impact global est de transformer une ville intelligente en une ville de surveillance. C'est là que cela mène. Donc, les dangers des villes intelligentes. Regardons simplement certains de ces dangers liés aux villes intelligentes. Ainsi, l'infrastructure d'une ville intelligente constitue essentiellement le squelette d'un état de surveillance si elle est mal utilisée. Lorsque les villes, les caméras de vidéosurveillance, les scanners des transports publics, les systèmes de paiement et même les poubelles transmettent toutes des données à une base de données centrale, cela crée un environnement riche en données. Lorsque cela est combiné à votre identité numérique, cela peut être utilisé pour suivre chacun de vos déplacements, chaque transaction, tout ce que vous faites dans cette ville intelligente. Et l'intégration d'une identité numérique personnelle basée sur le téléphone, qui a par exemple été déployée en Grande-Bretagne avec la ville intelligente, cela amplifie ce problème. Ensuite, il y a le suivi continu des déplacements. Lorsque vous avez des systèmes de caméras de reconnaissance faciale denses disséminés dans toute la ville, les autorités peuvent simplement se connecter à vous et vous suivre partout où vous allez dans la journée. J'ai donc quelques drones chez moi. Et j'étais à Toronto il y a quelques semaines, et il y a certains drones que vous ne pouvez pas acheter en Amérique en ce moment, mais que vous pouvez acheter à Toronto. Donc je suis revenu avec tout un tas de drones. Et comme Noël approche, comme vous le savez, je suis donc revenu avec tout un tas de drones, parce que vous ne pouvez pas acheter certains drones en Amérique en ce moment à cause de notre différend avec la Chine. Mais vous pouvez les acheter à Toronto. Donc avec ces drones, ils sont vraiment remarquables. Vous pouvez faire planer ces drones à environ 90 mètres de hauteur et vous pouvez les programmer pour qu'ils se verrouillent sur votre visage. Et où que vous alliez, ce drone va simplement vous suivre partout. Il vous suit à travers la foule et il reste verrouillé sur vous. Et il enverra un flux de données à quiconque surveille ces données et vous ne pouvez pas échapper à ces drones. Les drones seront équipés d'imagerie thermique, de vision nocturne et aussi d'optique classique. Donc ces appareils sont vraiment remarquables. Je pense que ma belle-mère doit parfois m'observer parce qu'elle semble savoir ce que je fais. Mais cette technologie de drone est vraiment incroyable. Mais avec la reconnaissance faciale et le lien avec une identité numérique dans une ville intelligente, le simple fait de marcher dans la rue activerait différents capteurs. Donc vous êtes toujours visible pour le système. Vous n'avez plus aucune vie privée. Et donc, il y a ensuite le géorepérage et les restrictions de déplacement. Ainsi, les données de localisation permettent au gouvernement de faire ce qu'ils appellent le géorepérage, c'est-à-dire appliquer automatiquement des règles de localisation géographique à des citoyens individuels.
Par exemple, si certaines zones de la ville sont considérées comme interdites aux personnes à haut risque, le système peut alerter les autorités que vous approchez des limites de la zone interdite ou il peut désactiver votre accès. Ainsi, par exemple, vous pourriez perdre l'accès au transport public, votre véhicule pourrait être désactivé ou vos cartes de crédit pourraient simplement cesser de fonctionner. Lorsque vous entrez dans une certaine zone géographique à l'intérieur d'une ville, et nous l'avons vu, nous l'avons mentionné ce matin pendant la pandémie, la Chine a déployé une application de vaccination qui a été détournée pour contrôler les déplacements. Les manifestants ont constaté que leur statut de vaccination vert était passé au rouge et les conducteurs leur demandaient de descendre des bus et des transports publics car ils savaient que cette personne s'était vue refuser l'accès à une certaine zone. Ainsi, ces identités numériques sont devenues des menottes numériques pour ces citoyens chinois rien que ces dernières années. Cet exemple démontre comment une application de santé publique peut être utilisée pour étouffer la contestation des politiques gouvernementales. De la même manière, un système d'identité numérique à l'échelle de la ville pourrait être utilisé comme une arme pour restreindre les déplacements de certaines personnes selon les zones ou les horaires. Et ensuite, il y a la conformité du pouvoir d'achat. J'ai déjà abordé ce sujet. Le pouvoir d'achat lié à la conformité, c'est ce que nous appelons un score de crédit social. Vous avez entendu parler des scores de crédit social? Ils sont bien réels. Si une monnaie numérique est liée à votre identité numérique, alors ce que vous êtes autorisé à acheter est programmé par le gouvernement. Les monnaies numériques sont des monnaies programmables. Le gouvernement peut déterminer sur quoi vous pouvez dépenser, où vous pouvez le faire et à quelle fréquence. Avec ces monnaies numériques qui sont en train d'être déployées partout dans le monde, plus de 150 gouvernements mettent activement en place des monnaies numériques, alors que nous parlons ici ce soir. Les gouvernements peuvent décider, par exemple, dans une ville intelligente, s'ils veulent préserver l'environnement, ils peuvent dire que vous pouvez utiliser 10% de votre monnaie numérique en dehors de votre zone de 15 minutes chaque mois. Cela signifie-t-il que vous ne voyagerez jamais? Votre argent n'est valable que dans une certaine zone. Avec la monnaie programmable, ils peuvent décider de plafonner votre compte euro numérique. Si le coût de la vie est de 4 000 €, mais que l'épargne est limitée à 3 000, vous devenez esclave du système. Vous ne pouvez donc jamais accumuler de richesses hors du système pour vos besoins. Parce que vous ne pouvez jamais avoir plus de 3 semaines de réserve financière sur votre compte bancaire. Si le gouvernement décide qu'il a besoin que vous commenciez à dépenser de l'argent pour stimuler l'économie, il peut commencer à taxer ou à appliquer un taux d'intérêt négatif sur vos économies. Quand je vivais à Chypre en 2000, et c'était quand déjà, en 2005-2006, le gouvernement grec traversait une crise financière et sur les instructions de la Banque centrale européenne. Nous nous sommes tous réveillés un matin et avons découvert qu'une ponction avait été effectuée pendant la nuit. Vous savez ce qu'est une ponction? C'est quand le gouvernement prend simplement 5 ou 10% de tous vos comptes courants et les retire du jour au lendemain. C'est tout simplement parti. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Et donc, j'ai subi une ponction quand j'étais à Chypre parce que je faisais mes opérations bancaires avec la Banque nationale de Grèce à l'époque. Donc, ces choses sont très réelles et une fois que vous figurez sur une liste de surveillance gouvernementale, il est très difficile d'en sortir. En règle générale, en Amérique, si vous êtes inscrit sur une liste d'interdiction de vol, il n'existe aucune procédure judiciaire pour en être retiré. Et une fois que vous êtes mis sur certaines listes, il est vraiment, vraiment difficile d'en sortir. Alors vous pourriez dire, eh bien, nous n'avons pas encore ça en Amérique. Mais l'essentiel se trouve dans la question, pas encore. Parce que nous avons bel et bien un système de crédit social, mais il est informel. Nous venons d'y vivre pendant les 10 dernières années. On l'appelle la culture de l'annulation. Et si quelqu'un ici dans l'État du Michigan avait publié, je veux dire peut-être que vous le faites encore aujourd'hui, si vous publiez, si vous êtes employé de l'État du Maine, si vous postez sur les réseaux sociaux et dites « Je crois que le mariage n'est possible qu'entre un homme biologique et une femme biologique », voyez combien de temps vous garderez votre emploi pour l'État du Maine. Donc nous avons bien un système de crédit social. Il n'est pas aussi formel qu'en Chine, mais il existe tout de même. Ensuite, il y a la surveillance ou la censure de la parole en ligne.
Et donc, une fois que vous avez une identité numérique liée à votre carte SIM, comme c'est le cas aujourd'hui en Thaïlande, toutes les connexions à Internet peuvent être rattachées à votre identité numérique. Cela signifie que chaque tweet, chaque publication, tout ce que vous postez sur les réseaux sociaux est lié à une identité vérifiée. Cela va conduire à la censure de la parole en ligne. Et au Royaume-Uni, nous voyons cela se produire en temps réel en ce moment même. L'année dernière, il y avait un citoyen local issu d'une famille de réfugiés ou d'immigrés, et il a décidé de déverser sa colère sur la société en poignardant à mort un groupe de jeunes filles dans un cours de ballet. Et c'était un meurtre brutal. Il y a eu immédiatement une montée de la colère publique. Parce que dans cette ville, les gouvernements ont importé de nombreux hommes du Moyen-Orient et d'autres parties du monde qui considèrent les femmes locales comme des proies. Et le gouvernement ne voulait rien faire à ce sujet. Se plaindre de cela est considéré comme raciste. Il y a donc eu immédiatement une montée de l'indignation publique et toute personne surprise en train de dire « Retrouvons-nous sur la place publique à 16 heures cet après-midi », le gouvernement utilisait l'IA et traquait chaque citoyen britannique qui appelait à manifester. Et beaucoup d'entre eux risquent maintenant de longues peines de prison. Cela se passe encore aujourd'hui en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, tout récemment, une femme a été emprisonnée parce que, encore une fois, selon la loi, il est interdit de manifester, à moins de 100 mètres d'une clinique d'avortement, et donc elle se tenait à environ 50 mètres de la clinique, en silence. Et la police lui a demandé « Que faites-vous » et elle a répondu « Je réfléchis ». Ils lui ont demandé « Eh bien, à quoi pensez-vous » Elle a répondu « En fait, je prie dans ma tête ». Et pour cela, elle est maintenant en prison, condamnée à plusieurs années de détention pour le crime d'avoir pensé ou prié dans sa tête. Ainsi, lorsque le président Trump s'est rendu en Grande-Bretagne il y a seulement quelques mois, il a commencé à se plaindre. Vous réduisez la liberté d'expression dans ce pays. Ainsi, la surveillance ou la censure de la parole en ligne se répand dans différentes parties du monde. Vous avez ensuite les ressources. Les compteurs intelligents imposent des restrictions d'utilisation pour l'électricité, le gaz et l'eau. Cela ouvre la perspective du rationnement et de l'application automatisée des règles. Ainsi, si la ville déclare une urgence énergétique, un système d'IA intégré pourrait automatiquement restreindre le thermostat de votre maison ou simplement couper l'électricité après que vous ayez utilisé votre quota d'énergie. Et la quantité d'énergie à laquelle vous avez droit dépend du fait que vous soyez un citoyen conforme ou un citoyen dissident. Ensuite, vous avez un accès conditionnel aux soins de santé dans un système connecté. Sauter un rendez-vous médical obligatoire ou un vaccin signale désormais votre statut dans les systèmes de la ville. Nous avons vu cela partout dans l'UE lorsqu'ils ont déployé les passeports vaccinaux. Et si vous ne l'aviez pas fait, si vous n'étiez pas à jour sur vos passeports vaccinaux et pas de vaccin, pas de passe numérique, pas d'entrée dans les restaurants et pas de possibilité de voyager, cela s'est produit en Europe il y a seulement 2 ou 3 ans. Et ce qu'ils ont fait en Europe, ils ont explicitement dit que c'était un modèle qui pouvait être déployé dans le monde entier. Ces identités numériques et cet accès conditionnel basé sur votre santé. Ensuite, il y a les opportunités d'emploi et l'accès conditionnel à l'emploi basé sur le profilage par l'IA. Qu'est-ce que cela signifie? Les employeurs pourraient utiliser des scores de risque social issus de vos données intégrées. Si l'IA analyse votre trace de données en ligne et vous considère comme à haut risque, vous serez discrètement écarté des listes de candidats. Et ce type de discrimination algorithmique se produirait sans que vous le sachiez. En fait, quelqu'un a posé une question à ce sujet à une compagnie aérienne britannique et ils ont dit « Comment se fait-il que tous vos stewards et hôtesses de l'air soient jeunes et en forme ?» Et ils ont répondu « Eh bien, parce que vous ne pouvez pas discriminer selon que quelqu'un est grand ou petit, large ou mince. Vous ne pouvez pas discriminer sur ces critères. » Et la réponse de la compagnie aérienne a été « Eh bien, nous ne les regardons pas d'un point de vue physiologique. Nous regardons simplement à quel sport ils participent. » Et une fois que nous avons établi un profil de votre mode de vie, c'est un assez bon indicateur de votre apparence physique. Et il n'existe aucune loi interdisant de discriminer selon que vous faites du marathon ou non.
mais c'est un bon indicateur pour savoir si vous êtes en forme physiquement ou non. Ainsi, la compagnie aérienne utilisait le profilage des individus sur des critères totalement sans rapport avec le fait de pouvoir être un bon steward ou une bonne hôtesse de l'air, pour décider qui allait servir dans les avions. Et puis, il y a l'érosion de la vie privée. En fin de compte, si tous les appareils et services alimentent ces systèmes centralisés liés à votre identité numérique, la vie privée telle que nous la connaissons est érodée. Chaque ampoule connectée, chaque bracelet de suivi d'activité, chaque capteur de voiture devient un point de données sur votre vie accessible à une autorité centrale. Cela signifie que votre vie privée s'évapore. Vous pourriez dire, eh bien, quel est le problème avec ça, Pasteur Vine? Le problème, c'est que lorsque vous savez que vous êtes sous surveillance numérique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, cela affecte profondément votre comportement. Cela affecte votre santé mentale. Cela influence la façon dont vous traitez les autres. Cela détermine avec qui vous acceptez de rencontrer. Parce que tout est surveillé. J'ai vécu autrefois dans l'ex-Union soviétique, dans un endroit appelé Nakhichevan, qui était une république autonome entre l'Azerbaïdjan, l'Iran, la Turquie et l'Arménie. Et c'était un endroit très petit, et j'y étais avec 2 autres employés de l'ADRA. Ils vivent maintenant dans le Tennessee. Et nous savions que le KGB, car c'était encore le KGB à l'époque, la police secrète soviétique, nous savions que chaque email était lu et chaque appel téléphonique était surveillé. Notre chauffeur et notre traducteur étaient tous deux du KGB. Rien de ce que je faisais n'était inconnu des autorités gouvernementales. Tout ce que je faisais était connu du gouvernement. Et est-ce que cela change votre comportement? Oui, ça le change. J'avais l'habitude d'envoyer à ma mère, parce qu'il devait traduire tous mes emails. Donc j'envoyais à ma mère en Angleterre via, vous vous souvenez de CompuServe? On disait que l'Internet était si mauvais que je laissais mon PC en recomposition le vendredi après-midi en quittant le bureau. Et j'essayais d'envoyer à ma mère un chapitre de, je ne sais pas, Paytracks and Profits. Et maman, j'ai trouvé un livre, il a l'air vraiment bien. Regarde ça, qu'en penses-tu? Oh, en sachant qu'un pauvre officier du KGB doit lire ça et le traduire. Je me disais, tu veux lire mes emails? Je vais t'en donner des emails à lire. Donc parfois, tu retournes la situation à ton avantage, mais je peux te dire, jamais je disais à mes collègues, ne vous inquiétez pas. Quand vous êtes sous surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les locaux savent aussi que vous êtes surveillés en permanence. Personne ne va vous toucher, vous attaquer ou vous faire du mal, ni vous voler. Parce que le KGB a 2 yeux sur vous à chaque instant, donc personne ne va vous causer de problème. Parce que tout le monde sait que ce sont des gars du KGB juste là. Ce ne sont pas seulement des chauffeurs et des traducteurs, ce sont des membres du KGB. Et le KGB fait sa propre loi, ils peuvent tuer quand ils le veulent. Donc vivre sous surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, je l'ai vécu. Ça change votre façon de vous comporter. Et nous avons implanté une église dans cette région. Il n'y avait rien et nous avons implanté une église et tous étaient issus d'un milieu musulman. Et nous étions occupés à faire cela en parallèle. Et il y avait un médecin local, il était adventiste et c'était un homme formidable. Mais lui aussi était sous surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et je me souviens être allé lui rendre visite et nous allions nous promener dehors. Nous laissions nos téléphones à la maison. Nous allions marcher le long des routes de la ville avec des voitures qui passaient à toute vitesse pour que personne ne puisse entendre la conversation. Et il parlait de ce que c'était pour lui, en tant que citoyen du pays, d'être interrogé par le KGB et de ce que c'était pour moi d'être interrogé par le KGB. Je pouvais entrer dans un entretien avec le KGB en sachant que j'avais un passeport étranger. C'est très différent d'entrer dans un entretien avec le KGB en sachant qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous et qu'aucune loi ne peut les en empêcher. Et la pression et le stress que subissait ce précieux frère en Christ, sachant qu'en tant qu'ancien principal de cette implantation d'église locale qui grandissait rapidement parmi les musulmans, il était sous une pression immense de la part du gouvernement et qu'ils savaient tout de lui. Et ils avaient ce qu'ils appelaient une papka. Une PAPCA, c'est comme un dossier marron, et tout le monde en Union soviétique avait une PAPCA détenue par la police secrète. Et il disait, si ta PAPCA porte une marque, tes enfants n'iront pas à l'université, ils n'iront pas au collège. Le gouvernement les orientera vers le nettoyage des rats dans les souterrains ou vers certains travaux de ta vie.
Mais si tu t'écartes de ce que le KGB considère comme acceptable, alors toi et ta famille seraient marqués à jamais. Il a dit, rien que le fait de te rencontrer est une menace. Et donc, ce que j'ai compris là-bas, c'est que le gouvernement s'intéressait aux jeunes hommes, mais il ne s'intéressait pas tellement aux grands-mères qui devenaient chrétiennes. Alors nous nous sommes concentrés sur le ministère auprès des grands-mères, parce qu'elles peuvent transmettre la foi dans leur foyer. Mais les hommes avaient peur de venir à l'église à cause des conséquences sociales quand on vit sous surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vivre sous surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 du KGB ou vivre sous surveillance dans une ville intelligente, c'est un peu la même chose. Pour les villes intelligentes, c'est même plus comme 1984 de George Orwell. Donc, d'une certaine manière, nous devons tous prendre des décisions concernant les villes intelligentes. Et allons-nous déménager ou vivre dans une ville intelligente ou dans une ville qui devient intelligente? Ou allons-nous suivre une autre direction, la vie? Maintenant, je ne sais pas combien de villes intelligentes vous avez ici dans le Maine. C'est une vraie question. Combien, ma sœur? Tu n'en connais aucune? D'accord? Celle-ci ce soir. Oui, c'est une ville intelligente ici ce soir, oui. Mais peut-être Portland, Maine, peut-être Freeport. Peut-être que certaines des plus grandes villes deviendront intelligentes avec le temps. Mais les grandes zones urbaines d'Amérique sont déjà bien engagées sur cette voie. Donc, nous devons tous prendre des décisions en ce qui concerne les villes intelligentes. Et mes parents vivent en Angleterre, où presque tout le monde habite en ville, et ces villes deviennent de plus en plus intelligentes ou sujettes à la surveillance chaque année. Nous voyons cela tout le temps. Et c'est comme la grenouille dans la casserole. À quel point l'eau doit-elle devenir chaude avant que vous décidiez « je ne veux pas faire ça ». L'objectif de discuter de ces risques ce soir n'est pas d'induire la paranoïa ou le fatalisme, mais d'aider, en tant qu'adventiste, à prendre des décisions éclairées pour l'avenir. Reconnaître les tendances qui se produisent autour de nous. Nous nous dirigeons vers un monde de contrôle numérique de plus en plus strict. Il y a donc des mesures pratiques que nous pouvons prendre pour conserver une certaine indépendance et une résilience personnelle. Je vais donc vous donner maintenant une liste de choses que nous pouvons faire pour nous aider dans les choix que nous devons faire. La première chose est en fait de déménager dans une zone moins surveillée, autrement dit à la campagne. Parce qu'il y a des villes intelligentes qui commencent par leur nom dans les villes et nous n'avons pas encore de campagne intelligente. Mais nous nous dirigeons vers des environnements urbains intelligents. Ceux-ci sont sous surveillance totale. Et donc, vous savez, en Angleterre, le maire de Londres a installé ses caméras pour vérifier qui entre dans le centre de Londres en voiture. Ensuite, il vous sanctionne automatiquement pour cela. Ceci est censé améliorer la qualité de l'air. C'est absurde. Payer 10 livres par jour ne changera pas les schémas climatiques mondiaux. Pourtant, ils le font. Donc, il y a ces héros en Angleterre qui se déplacent avec des fourgonnettes et des pinces coupantes. Et ils découpent ces grandes caméras. Et ils sont en quelque sorte considérés comme des héros locaux. Mais ils sont vus comme des héros populaires parce que les gens en ont assez de la surveillance. Et cela ne fait qu'empirer. Donc, une chose à laquelle vous pouvez penser, c'est de déménager votre famille dans une région où il n'y a pas autant de surveillance numérique. Les zones urbaines sont les premières à mettre en place des infrastructures intelligentes et une application numérique. Vivre dans des zones rurales ou isolées peut offrir plus de liberté face à la surveillance constante et l'autosuffisance est généralement plus facile à la campagne qu'à Manhattan. Deuxièmement, commencez à cultiver votre propre nourriture. Sir White conseille spécifiquement de déménager à la campagne parce qu'elle dit que lorsque la période du ni achat ni vente arrivera, le problème d'acheter et de vendre, le problème d'acheter de la nourriture deviendra particulièrement aigu. Et il y a aujourd'hui des adventistes en Amérique qui n'ont qu'une journée de nourriture dans leur réfrigérateur à Manhattan, et c'est tout. Ils sont complètement dépendants du système. Il n'y a aucune résilience, aucune capacité à survivre à un choc qui toucherait nos centres urbains. Ainsi, vivre dans un environnement rural nous permet de cultiver notre propre nourriture. Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie que vous échappez au contrôle du système numérique en ce qui concerne les besoins essentiels de la vie. L'autosuffisance est plus facile à la campagne que dans les environnements urbains. Vous pouvez avoir des potagers, des fermes communautaires et pratiquer la conservation des semences. Toutes ces pratiques suscitent un regain d'intérêt en Amérique, même chez les non-adventistes, car les gens voient ce qui se passe dans nos environnements urbains. Étrangement, les non-adventistes perçoivent souvent mieux ce qui se passe dans nos villes que nous. Et c'est presque comme la femme de l'eau qui ne voulait pas renoncer au confort de Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, lorsque Jésus a averti les disciples dans Matthieu 24 que lorsque vous verrez ces choses arriver, fuyez, lorsque les Romains ont encerclé Jérusalem en l'an 66, puis se sont retirés en Syrie, tous les chrétiens ont fui Jérusalem en traversant le Jourdain, et la fois suivante, lorsque les Romains sont revenus et ont pris la ville de Jérusalem en l'an 70, plus d'1 million de personnes sont mortes dans ce processus, et selon l'historien Eusèbe, il est admis qu'aucun chrétien n'est mort parce qu'ils ont pris au sérieux les paroles que Jésus leur avait données. Alors, je veux vous encourager à réfléchir à ces choses ce soir, car nous ne pouvons pas arrêter l'expansion des villes, mais nous pouvons choisir où nous vivons. Et nous pouvons donc choisir combien de libertés personnelles nous souhaitons conserver. Maintenez des limites numériques. Certaines personnes accumulent les applications. Alors, combien d'entre vous ici utilisent le même identifiant pour toutes leurs applications ? Je ne vous demande pas de l'admettre ce soir. Combien de personnes ici utilisent la reconnaissance faciale, leur pouce ou leurs doigts, pour accéder à leurs applications ou à leurs appareils intelligents? Une fois que vous êtes connecté, vous l'êtes pour de bon. Nous devons donc réfléchir attentivement à ces questions. Utiliser des comptes et des appareils séparés pour des usages différents permet de créer des barrières dans notre infrastructure de réseaux sociaux. Cela rend plus difficile pour quelqu'un de nous suivre et de construire un profil unifié sur qui nous sommes, sur nos véritables centres d'intérêt. Je vous encourage également à éviter les autorisations d'applications inutiles, donc si vous devez utiliser un smartphone. Évitez de lier vos applications de santé à votre localisation, à des services ou aux réseaux sociaux, à une connexion biométrique, etc. Maintenez une connexion active avec votre Père céleste. Vous savez, ce qui m'a permis de traverser la pandémie, ce sont mes dévotions du matin. C'était l'assurance que Dieu est sur son trône. Peu importe ce que ce monde fait ou me dit, Dieu est mon Père céleste. Et il sait quand un moineau tombe à terre, il connaît le nombre de cheveux sur ma tête. Et Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, « Petits enfants, ne vous inquiétez pas de ces choses. » Les païens s'inquiètent de ce que vous allez manger, de ce que vous allez porter, de l'endroit où vous allez vivre et de tout le reste, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses dont les païens s'inquiètent vous seront données en plus. Dieu va s'occuper de tout cela pour vous. Et l'un des meilleurs moyens de réduire le stress, c'est de prier et de tout remettre à Dieu dans la prière. Et vous savez, si vous avez vos Bibles avec vous, il y a juste un verset que j'aimerais regarder ici. J'ai trouvé ce verset très pertinent pendant la pandémie. Il se trouve dans Philippiens 4. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà souligné ce passage dans leur Bible, Philippiens 4 et verset 6. Il est dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, lorsque vous faites de votre mieux pendant la journée et qu'à la fin de la journée, vous vous agenouillez et dites « Seigneur, j'ai fait de mon mieux, quelles que soient les imperfections qui s'y trouvent, je te demande de les transformer en un sacrifice parfait. » Je vais te remettre tout cela ce soir. Alors que je vais me coucher ce soir, je remets ce problème entre tes mains, afin que, lorsque je me réveillerai demain matin, je vois ce que tu auras fait pour moi. Et je vais dormir paisiblement ce soir parce que tout est entre les mains de mon Père céleste. Quand mon fils avait 1, 2 ou 3 ans, il avait l'habitude de voler avec sa compagnie aérienne imaginaire. Vu les crashs fréquents, on priait avant d'embarquer. Entre pilotes ivres ou ne parlant pas anglais, c'était risqué. On m'a invité au cockpit pour l'atterrissage à Bakou, au milieu du trafic de Lufthansa et United.
Et les pilotes ne parlaient pas anglais, alors qu'ils sont censés parler anglais. Et parfois, un pilote arrive et il est ivre, il a fêté son anniversaire et il veut que quelqu'un traduise pour lui. Ou parfois, on vole et une fois, alors qu'on atterrissait, la cabine s'est dépressurisée. C'était une expérience vraiment effrayante et ainsi de suite. Je montais dans cet avion avec une certaine dose de prière et mon petit garçon était assis à côté de moi dans un siège auto, profondément endormi. Pourquoi dort-il profondément? Parce qu'il est avec son papa. Et parce qu'il est avec son papa, il sait que tant que je suis avec mon papa, tout ira bien pour moi. Alors, en pensant à ces villes intelligentes, pensez à renouveler et raviver votre relation avec votre Père céleste. Premièrement, cela réduit le stress, cela construit la confiance et cela apporte des conseils. Lorsque nous prions pour les choses et demandons la direction du Saint-Esprit concernant les décisions que nous devons prendre, préparez-vous à des restrictions de voyage. Lorsque le Covid a frappé, j'ai parlé avec ma mère et mon père en Angleterre et tous les avions étaient annulés. Et ma mère a dit, Corinne, elle dit, il se peut que nous ne nous retrouvions pas de ce côté du ciel. Alors nous allons simplement nous dire au revoir maintenant. Et nous avons juste dû accepter. En tant que famille, oui, il se peut que nous ne revoyions plus nos parents en Angleterre. Mon père est dans la 80e et il avait quelques fragilités. Et donc, nous avons reconnu qu'à cause des restrictions de voyage, il se peut que nous ne nous revoyions jamais. Et nous avons simplement réalisé que ce monde n'est pas notre maison. Nous devons nous préparer à un avenir où l'on ne pourra plus simplement monter dans un avion ou circuler librement sans une autorisation numérique. Cela signifie qu'il faut chérir la possibilité de voyager maintenant tant que nous le pouvons et entretenir les relations qui comptent vraiment dans nos vies. Cela signifie aussi que nous devons prendre des mesures pour pouvoir survivre dans un monde sous contrôle numérique. Donc je voyage beaucoup à travers l'Amérique. L'année dernière, lorsque j'étais en Alabama pour une retraite d'hommes, une tempête a éclaté et a coupé tout le courant de la ville. Tout ce que j'avais, c'était une carte de débit et une carte de crédit, et je n'ai pas pu faire le plein d'essence parce que je n'avais pas d'argent liquide. Et les magasins n'avaient pas de caisse enregistreuse, il était impossible de traiter quoi que ce soit. Si vous n'aviez pas d'argent liquide, vous étiez en gros laissé à vous-même. Donc nous étions un groupe de gars, 15 d'entre nous coincés dans cette maison. Nous étions partis chasser des cochons pour un fermier adventiste, en fait, et nous étions en train d'éclaircir le troupeau. Mais nous étions coincés sur cette ferme, perdus au milieu de 7000 acres de forêt, à nous demander où nous allions trouver notre prochain repas, parce que tout s'était effondré. Pendant 4 jours, rien n'a fonctionné dans cette ville. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point notre civilisation est vraiment fragile. Depuis ce moment-là, je garde un atlas à l'arrière de ma voiture parce que je conduisais là-bas, mon téléphone était déchargé, je ne savais pas où j'étais dans le sud de l'Alabama et j'utilisais un atlas, une carte locale. Nous devons donc réfléchir à la façon dont nous allons nous préparer lorsque des restrictions de voyage seront mises en place. Je voudrais parler un instant du message de santé. Appelons cela ici « Optimiser votre état de santé ». Mais si vous prenez soin de votre santé et que vous vivez selon les principes du message de santé adventiste, vous dépendez moins des visites régulières chez le médecin. Et dans une ville intelligente avec des identifiants numériques, cela signifie que vous êtes moins susceptible d'être contrôlé par l'État. Ainsi, maximiser et optimiser votre état de santé est un excellent moyen de minimiser le contrôle gouvernemental dans une ville intelligente ou tout autre type de crise. La raison n'est pas d'éviter la médecine en gardant votre corps en bonne santé, mais d'éviter de vous retrouver dans une situation où vous seriez obligé de vous conformer à un mandat pour débloquer votre identifiant numérique afin d'accéder aux soins de santé. Donc ce soir, je veux vous encourager à garder un stock de médicaments de base, à apprendre quelques techniques de premier secours ou des remèdes holistiques pour les petits problèmes et à vous constituer un réseau de praticiens de santé de confiance. Vous savez, je ne suis pas sûr que les médecins approuveraient cela, mais vous savez, je garde un stock de médicaments à la maison. J'en récupère un peu partout et je ne les rends à personne. Et si le médecin m'a prescrit, quand je me suis cassé la jambe, vous savez, 2 petites choses remplies d'un puissant substitut de morphine, elles sont discrètement cachées quelque part au cas où j'en aurais vraiment besoin un jour.
Et quand j'étais au Mozambique pendant la pandémie, je rentrais à la maison avec quelques valises remplies de vermifuges pour chiens. Vous voyez de quoi je parle? Interrogé à l'aéroport OR de Chicago. Pourquoi 2 valises d'ivermectine? J'ai dit, j'ai des vers. Mais l'idée, c'est de profiter de l'occasion pour récupérer des choses tant que vous le pouvez, car on ne sait jamais quand on en aura besoin. Quand des gens frappent à votre porte tard le soir et disent « Ma grand-mère est en train de mourir du Covid, j'ai entendu dire que vous aviez de l'ivermectine », vous devez prendre une décision. Allez-vous aider à sauver la vie de quelqu'un? Ou peut-être enfreindre la loi, je ne sais pas. Vous devez prendre ce genre de décision. Et donc j'ai appris pendant la pandémie que dans une ère de surveillance, il faut savoir à qui on peut faire confiance et à qui on ne peut pas. Et donc, alors que nous sortons maintenant de la pandémie, nous voyons à quel point les gouvernements peuvent être autoritaires. Nous avons vu comment, dans le monde, vous pouvez vivre votre vie en Amérique et le lendemain, vous faites soudainement partie d'une minorité détestée, vilipendée par toutes les branches du gouvernement. Et cela arrive presque du jour au lendemain. Vous vous demandez, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis maintenant détesté par la majorité de mes concitoyens. Ainsi, nous devons non seulement maximiser notre santé, mais aussi élargir le réseau de personnes en qui nous pouvons vraiment avoir confiance. La meilleure façon d'y parvenir est de faire partie d'un groupe d'études bibliques ou d'un groupe de prière. Faites partie d'un petit groupe, lancez une église de maison, commencez une fraternité biblique chez vous, et en 2 ou 3 semaines, vous dépasserez les simples politesses. Comment ça va? Et vous allez développer une véritable intimité spirituelle et une confiance mutuelle. Et à la fin des temps, avant le retour de Jésus, nous n'adorerons plus dans de grandes cathédrales. Nous adorerons dans des groupes de maisons. Alors je vous encourage dès maintenant, je vous encourage, oui, allez à l'église le sabbat, mais commencez aussi à bâtir ces relations pendant la semaine et apprenez à qui vous pouvez vraiment faire confiance. Parce que pendant la pandémie, nous avons réalisé que personne ne viendrait à notre secours. Il n'y avait pas de cavalerie confessionnelle dévalant la colline pour sauver les adventistes qui se sont levés pour la liberté de conscience. Nous étions livrés à nous-mêmes, et c'était vous, et ce n'était pas quelqu'un que vous connaissiez en Californie à qui vous pouviez faire confiance. C'était « Connais-tu quelqu'un dans ton entourage immédiat ?» Identifiez un cercle géographique de personnes en qui vous pouvez avoir confiance. C'est avec ces personnes que vous allez passer du temps, avec qui vous allez prier, que vous allez inviter chez vous. C'est un lieu de refuge si jamais vous avez besoin d'aller quelque part. Donc je vous encourage, alors que nous réfléchissons à la mise en place des villes intelligentes, à penser à cela. Construire des réseaux de communautés spirituelles et de confiance dans vos églises locales, c'est se préparer à ce qui nous attend. Cela vous bénira spirituellement aujourd'hui et cela vous préparera pour ce qui arrive plus tard. Et je veux vous encourager à pratiquer la détoxification numérique. Nous faisions cela avec les missionnaires aux Philippines. Quand les jeunes arrivaient aux Philippines, on leur disait « Tout le monde, rendez vos téléphones portables, s'il vous plaît, et vous les récupérerez dans un mois. » Oh, savez-vous à quel point c'était traumatisant pour des jeunes de 19, 20, 21 ans? Est-ce que quelqu'un ici ressent de l'anxiété quand il ne trouve pas son smartphone? Il y a quelques personnes ici qui l'admettent. L'autre semaine, je rentrais chez moi en voiture et je pensais que mon téléphone était sur le siège devant moi, à côté, mais il n'était plus là quand je suis remonté dans la voiture. Et je rentrais chez moi en voiture et je l'avais posé j'avais coupé le son pour une raison quelconque et j'ai demandé, ma femme m'a envoyé un texto sur l'écran, alors j'ai répondu par texto. J'ai dit, ok, le téléphone est dans la voiture puisque je peux encore envoyer des textos, mais je n'arrive pas à le trouver. Et il m'a fallu presque toute une journée pour comprendre. Il était coincé sous un de mes sièges, juste sous les composants électroniques. Et pendant ces 24 heures, l'anxiété que j'ai ressentie, c'est vrai, nous sommes presque accros à ces objets et aux décharges de dopamine qu'ils procurent. Alors pratiquez la détox digitale. Pourquoi? Parce que cela renforce votre résilience émotionnelle et vous permet de redevenir un être humain et non plus un humain qui fait simplement des choses. Il y a de nombreuses années, en Azerbaïdjan, j'y fais souvent référence ce soir, mais c'est un bon exemple. J'étais dans une ville où il n'y avait pas d'électricité la nuit et j'étais très occupé pendant la journée. Je rentrais dans mon appartement et j'avais environ 23 ans. Et je rentrais dans ce petit appartement soviétique et la seule lumière que j'avais était une bougie.
Et je m'asseyais sur mon lit, dans le froid glacial, dans mon sac de couchage, grelottant, en attendant d'être assez fatigué pour m'endormir. Je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Et après quelques mois à rester assis dans le silence la nuit dans cet ancien appartement soviétique qui n'était pas très agréable, assis dans mon sac de couchage, il faisait si froid que le fromage restait gelé sur la table. On n'a pas besoin de réfrigérateur. Tout est gelé sur la table de la cuisine. Donc, après quelques mois, j'ai compris que c'était une immense bénédiction du Seigneur. Parce qu'en tant que jeune homme, je pensais que la vie devait être centrée sur le fait d'être occupé, de faire des choses que j'aime faire. Et Dieu m'obligeait à ralentir et à réaliser que nous ne sommes pas des êtres faisants, ni des êtres acquérants, mais des êtres humains créés pour la connexion avec lui. Ainsi, alors que nous nous dirigeons vers des villes intelligentes dans différentes parties du monde aujourd'hui, nous devons apprendre à vivre hors réseau, sans nos téléphones portables, sans le flux constant de messages et de notifications. Alors je veux vous encourager à pratiquer la détox digitale, peut-être chaque sabbat ou chaque dimanche. Éteignez simplement vos téléphones le vendredi soir et rallumez-les le lundi matin. Et profitez simplement d'un jour de repos sabbatique sans le ping, ping, ping dans la poche ou les vibrations et apprenez à redevenir un être humain. Réapprenez à vous connecter avec les personnes autour de vous. Quand vous allez au restaurant de nos jours, vous voyez 3 personnes assises à une table, chacune sur son téléphone. Pourquoi allez-vous au restaurant? Pourquoi vous retrouvez-vous ainsi? Et donc nous perdons la capacité de communiquer et de nous connecter les uns avec les autres, à moins que ce ne soit via un téléphone portable. Et nous passons à côté de la richesse de la vie humaine et de la profondeur des amitiés pour lesquelles Dieu nous a créés. Notre capacité à aimer et à être aimés par nos amis diminue parce que nous sommes accros à nos appareils numériques. Je veux donc aussi vous encourager à réfléchir au troc ou aux économies alternatives. Quand j'étais en Afghanistan il y a de nombreuses années, alors qu'il y avait un effondrement total des systèmes gouvernementaux, ce que j'ai constaté, c'est que tout le monde a survécu. Mais ils ont survécu dans un environnement sans argent liquide. Ils ont survécu parce qu'ils avaient des moutons à vendre, ils ont survécu parce qu'ils pouvaient réparer des moteurs de voitures, faire de la mécanique automobile, ils ont survécu parce qu'ils pouvaient faire l'électricité chez quelqu'un. Ils ont survécu parce qu'ils avaient des compétences pratiques. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et que ma femme a vécu cet effondrement, les emplois qui étaient bien payés après la chute de l'Union soviétique n'étaient pas ceux de médecins, d'infirmières ou de professeurs d'université, mais ceux de plaquistes, de mécaniciens automobiles, d'électriciens et de charpentiers. Parce que tout le monde avait besoin que des travaux pratiques soient réalisés. Et les personnes qui occupaient des emplois à haut statut et à haut salaire lorsque tout s'est effondré, elles n'ont pas pu survivre. Mais ce sont les personnes ayant des compétences pratiques qui ont pu subvenir aux besoins de leur famille. Alors, tant que nous le pouvons, apprenez à réparer des appareils, apprenez à produire des conserves, apprenez une compétence pratique qui a une valeur sur le marché. Dans un monde où les gens sont obligés de vivre en dehors d'un environnement numérique pour survivre, pensez à vous inscrire à un système de troc communautaire où vous échangez des services entre vous au lieu de toujours compter sur l'argent. Réfléchissez à la façon dont vous allouez vos ressources. Certains croient au système numérique, pas moi. Je l'ai vu fonctionner et c'est moche. Alors réfléchissez à ce que vous pouvez posséder qui ne peut pas être gelé par un système numérique. J'ai découvert dans une zone de guerre où j'étais que la monnaie la plus recherchée était les petits shots de whisky. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque les hommes sont blessés, qu'ils ont des infections dans leurs plaies, ils veulent atténuer la douleur. Ces petits shots de Jack Daniels valent leur pesant d'or dans les zones de guerre. Je ne vous suggère pas de vous précipiter dimanche pour faire le plein de 1000 petits shots de Jack Daniels. Mais j'ai vu dans les zones de guerre lors de mon temps avec Adra, j'ai vu comment fonctionne le troc. Et ce sont des choses comme les briquets et l'alcool et les antibiotiques. Ces choses-là valent de l'or quand la société s'effondre autour de vous. Donc l'important avec ces actifs, c'est qu'ils ne peuvent pas être contrôlés par un système numérique.
Donc je veux juste parler de ces choses ce soir parce que j'ai de l'expérience. J'ai vu beaucoup de choses dans le monde. J'ai vu des hommes se faire tuer lors de combats, j'ai vu des nettoyages ethniques, je les ai observés depuis mon toit avec des jumelles, j'ai vu le gouvernement bombarder tel ou tel quartier, j'ai entendu les explosions, j'ai vu les blessés. Et c'est chaotique. Et je me rends compte que ce monde est un endroit brutal. Et un jour, cela arrivera ici. Nous avons mentionné que c'était le frère Scott. Risma nous a déjà donné la citation aujourd'hui tirée du 5e volume des manuscrits Release, je crois, à propos de la guerre civile qui va arriver en Amérique. Donc ces choses se produisent d'un côté, et de l'autre, vous avez des environnements urbains qui deviennent de plus en plus intelligents, ce qui signifie qu'ils restreignent toujours plus nos libertés civiles et religieuses. Ce sont des outils de contrôle qui arrivent vers nous. Alors, quels sont certains des dilemmes des villes intelligentes? Notre temps avance ici. Eh bien, le premier dilemme que je poserai est le suivant. Où se trouve votre ligne rouge? Et si une application nationale d'identité numérique devenait disponible? Quelqu'un a posé la question plus tôt aujourd'hui. Devriez-vous simplement refuser de l'utiliser dès le début ou commencer à l'utiliser et voir comment cela se passe? En d'autres termes, quel est le point de non-retour? Certains disent oh, ben, je vais juste l'utiliser pour télécharger mes déclarations d'impôts. C'est pratique, je suis obligé de le faire. C'est légalement requis et ce n'est pas nuisible. Mais je vous le dis, cette acceptation initiale mènera à une normalisation progressive. Et au moment où votre identité numérique sera exigée pour quelque chose d'éthiquement contestable, vous y serez déjà profondément lié. Donc, déterminer votre ligne rouge est une décision très personnelle que vous devez prendre avec prière. Et cela signifie aussi jusqu'où suis-je prêt à me priver aujourd'hui afin de préserver mon indépendance pour demain? Pouvez-vous vous retirer plus tard? Supposons que vous entriez dans un système d'identité numérique dans une ville intelligente, mais qu'ensuite il y ait des abus, comme exiger un scan du visage pour entrer dans votre église le matin du sabbat ou simplement pour acheter des courses. Vous dites que cela n'arriverait jamais. J'ai été dans des pays où les pasteurs doivent prendre la liste de toutes les personnes présentes pendant le service de culte. Que ce soit sur papier ou numérique, cela n'a aucune importance. Seriez-vous capable de vous retirer à ce stade? Techniquement, vous pourriez supprimer les applications d'identité numérique et arrêter de les utiliser. Mais quel est le coût de la sortie du système? À ce stade, le gouvernement a déjà un profil détaillé de qui vous êtes. Votre santé, vos achats, vos déplacements personnels, vos relations sociales, il a peut-être même un score comportemental pour vous. Quitter simplement l'application ne fera pas disparaître votre profil. Pour le gouvernement, il est très difficile de vivre en dehors du système dans une société moderne. Ce sera exponentiellement plus difficile si tout le monde a un rôle dans le système d'identité numérique. Existe-t-il une sortie élégante ou bien, une fois que vous êtes dedans, êtes-vous enfermé à jamais? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Un plan physique. Avez-vous entendu parler du chimping? D'accord? Donc Bill Gates, ce parangon de champion de la liberté religieuse et civile, lui et d'autres travaillent sur des micropuces à insérer sous votre peau. Cela inclut vos dossiers de vaccination, vos finances personnelles, votre capacité à voyager, vos dossiers de vaccination, etc., ainsi que votre passeport, et ainsi de suite. Alors, où tracez-vous la limite en ce qui concerne le chimping? Existe-t-il des objections philosophiques à l'invasion du temple du Saint-Esprit? Jusqu'où êtes-vous prêt à sacrifier la sécurité ou les principes au nom de la commodité? Je voudrais nous encourager ce soir à réfléchir à l'importance de la commodité, à quel point cela compte pour nous ce soir. La recherche de la sécurité et du confort n'est finalement pas bénéfique pour notre santé spirituelle ou physique. Il arrive un moment où nous devons dire « je ne vais plus faire ces choses ». Et avant que les choses ne soient même retirées par la force, par des mandats ou par décret, il vaut mieux commencer dès aujourd'hui à apprendre à mener des vies plus simples, des vies de renoncement à soi-même. Là où vous avez la possibilité de faire du bien à ceux qui vous entourent et de construire ce qui compte vraiment, des relations humaines significatives. Apprendre à se passer de quelque chose aujourd'hui par choix nous permet de nous en passer demain parce que cela nous y sera imposé. Nous devons donc réfléchir à ces choses. Alors, que sommes-nous en train de dire? Conclusion, notre temps ici touche à sa fin.
Eh bien, les identités numériques, les villes intelligentes, la banque centrale, les monnaies numériques. Tous ces éléments contribuent à mettre en place l'infrastructure nécessaire au déploiement de la marque de la bête. Nous entrons dans un nouveau donjon numérique, vendu sous prétexte de commodité, de sûreté et de sécurité, mais il deviendra un donjon numérique dont il n'y aura aucune échappatoire. Et donc, nous pouvons choisir aujourd'hui comment nous réagirons lorsque ce donjon numérique sera utilisé pour imposer la marque de la bête. Ce sera une période de coercition mondiale des consciences juste avant le retour de Jésus. La question sera de savoir ce qui est vrai ou faux. Adorer le sabbat ou le dimanche papal, les commandements de Dieu ou les décrets des hommes. L'Apocalypse 13, versets 16 à 17, dit ceci. « Elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre s'il n'a pas la marque. C'est le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ainsi, lorsque la marque de la bête est imposée, il y a un mot qui revient sans cesse dans l'Apocalypse 12, 13 et 14. J'ai mis les 3 textes juste ici. Le premier est Apocalypse 13, 4. Il est dit, ils adorèrent, c'est le verbe proskuneo ici, ils adorèrent le dragon. C'est là une fausse adoration. Et ici, vous avez l'adoration forcée de l'image de la bête pour ceux qui refuseraient d'adorer. Le verbe utilisé ici est le même en grec. L'image de la bête doit être tuée. Et Dieu dit, en réponse à l'adoration forcée de ce monde, que nous devons adorer celui qui a fait les cieux et la terre. C'est le même verbe ici, proskuneo. Ainsi, dans Apocalypse 13, vous avez l'adoration de Satan. Ici-bas, vous avez l'adoration de l'image de la bête. Et ici, vous avez l'adoration du vrai Dieu vivant. Donc, le choix qui s'offre à nous n'est pas, vous savez, que vous serez pénalisé pour avoir acheté une Ford ou une Chevy. Et vous ne serez pas pénalisé pour avoir voté républicain ou démocrate. La question ultime, c'est qui vous adorez. Vous savez, quand je suis parti de l'AFM, les gens disaient « c'était un super boulot que tu avais ». Et j'ai dit « eh bien, en fait, l'AFM était mon employeur, mais Dieu est mon pourvoyeur. Et Dieu est notre pourvoyeur. Et il soutient ses enfants. Et je peux dire que ces 6 derniers mois, Dieu a pourvu à tous nos besoins. Et nous pouvons faire confiance à notre Père céleste pour être avec nous. Lorsque nous prenons des décisions que nous croyons être les meilleures, les bonnes, parfois les seules possibles. Nous pouvons faire confiance à notre Père céleste pour nous donner aujourd'hui notre pain quotidien. Il ne dit pas « donne-nous aujourd'hui notre festin de noces quotidien ». Il dit « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Dieu nous soutiendra avec ce dont nous avons besoin, souvent plus que ce que nous désirons. Mais il nous donne ce dont nous avons besoin afin que, comme l'a dit le sage, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Si Dieu nous donne la richesse, alors nous oublierons Dieu et notre richesse. Si Dieu nous donne la pauvreté, nous avons tendance à envier et à commettre un crime pour voler ce que nous avons. Il vaut mieux simplement avoir ce dont nous avons besoin. Et la dernière question concerne l'adoration. Et tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, le déploiement des identités numériques et des villes intelligentes, n'est que l'infrastructure qui est en train d'être construite autour de nous, qui sera un jour utilisée pour imposer la marque de la bête. Donc je ne vous dis pas cela parce que c'est populaire ou parce que c'est un sujet agréable à aborder, je vous le dis parce que nous devons être préparés à ce qui arrive. Et si nous voulons préserver la liberté de conscience aussi longtemps que possible, et si nous voulons préserver notre capacité à partager la bonne nouvelle aussi longtemps que possible, alors nous devons être dans la meilleure position pour le faire. Vivre dans un studio d'une pièce à Manhattan avec une journée de provision ne suffira pas. Donc, comme je l'ai dit ce matin ou cet après-midi, je l'ai dit à un moment donné. Le message du premier ange est une révélation de Dieu en tant que créateur et en tant que rédempteur. Le message du deuxième ange est une dénonciation de Satan en tant que trompeur et menteur. Et le message du troisième ange dit « Choisis aujourd'hui qui tu vas servir. Choisis aujourd'hui qui tu vas adorer. Choisis aujourd'hui quelle parole sera suprême dans ta vie. Choisis aujourd'hui quel commandement tu vas obéir. Choisis aujourd'hui quelle promesse tu vas croire.
Choisis aujourd'hui si tu veux le salaire du péché, qui est la mort, ou si tu veux le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ. Choisis aujourd'hui. Et donc, si notre choix se porte sur Dieu, alors nous voulons être le mieux préparés possible pour être des soldats du Christ et des lumières pour le monde aussi longtemps que nous le pourrons. Alors réfléchissez à ce que j'ai partagé aujourd'hui. Peut-être que nous devons apporter quelques changements dans nos vies. Nous ne faisons pas ces changements par peur. Nous faisons ces changements parce que nous voulons rester dans le combat pour les âmes aussi longtemps que possible, parce que les âmes sont précieuses et Dieu est mort. Jésus est mort pour chaque personne dans le Maine, pas seulement pour nous. Et nous devons être positionnés de façon à pouvoir partager au mieux l'évangile éternel et inviter les gens à recevoir le sceau de Dieu et non la marque de la bête aussi longtemps que possible. Alors ne vous contentez pas de choisir Dieu, mais demandez-vous, Dieu, ai-je besoin d'adopter une nouvelle posture dans ma vie, une nouvelle posture dans la façon dont je vis ma vie? Dois-je reconfigurer ma vie? Dois-je me rapprocher d'un centre urbain parce que je peux mieux y partager l'Évangile? Dois-je m'éloigner davantage parce que cela affecte mes enfants et que les influences des villes ou sur mes enfants sont néfastes? Nous devons tous prendre ces décisions pour nous-mêmes et personne ne doit être condamné pour les choix qu'il fait, mais faites-le de manière intentionnelle. Je me lève chaque matin avec enthousiasme parce que je veux être dans la bataille pour les âmes. C'est ce qui m'enthousiasmait quand j'avais 16 ans. Je me levais parce que j'étais excité, parce qu'il y avait un match de football, mais on atteint un stade de la vie où la seule chose qui compte, c'est la bataille pour les âmes. Et si c'est cela qui t'anime, si c'est cela qui te motive, alors choisis de configurer ta vie en conséquence, en tenant compte de ta santé, de ta situation financière et de ta phase de vie. Et que tu sois un jeune adulte, un professionnel d'âge mûr, ou que tu entames peut-être une seconde carrière dans la cinquantaine, la soixantaine ou la soixante-dizaine, peu importe la phase de ta vie, tu es le mieux placé pour briller pour Jésus-Christ dans l'état des hommes aussi longtemps que possible. Si cela signifie faire des changements, désencombrer, simplifier, revoir ses priorités et se débarrasser de certains faux dieux de ce monde, qu'il en soit ainsi, car la vie éternelle en vaut la peine, la vie éternelle en vaut la peine. Quand j'avais 16 ans, je pensais que je vivrais éternellement. Le matin, quand je me baisse pour ramasser un objet, j'en profite pour faire d'autres choses. La vie passe vraiment vite. Profitez du temps que vous avez. Monsieur le maire, je vous invite à incliner la tête et nous allons conclure par une prière. Père céleste, Seigneur, nous voyons ces choses se produire autour de nous. Nous voyons la statue d'or en train d'être construite. Nous entendons ces voix dans notre gouvernement fédéral qui disent qu'il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État dans la Constitution, et nous savons où cela mène. Nous voyons le déploiement des identités numériques, des monnaies numériques des banques centrales, des villes intelligentes et des centres urbains intelligents. Et Père, nous savons que nous ne nous dirigeons pas seulement vers un monde intelligent, mais vers un état de surveillance. Alors ce soir, Seigneur, je te demande de donner à chacun de nous la sagesse. Comment devons-nous vivre? Où devons-nous vivre afin de, non pas pour préserver nos propres âmes, Seigneur, mais pour que le plus grand nombre d'âmes possible soient sauvées par notre ministère et par notre témoignage. Père, donne-nous la sagesse dont nous avons besoin dans nos carrières, dans nos mariages, dans nos foyers. Donne-nous la sagesse dont nous avons besoin pour que nous restions une lumière sur la colline aussi longtemps que possible. Nous te demandons cette miséricorde au nom de Jésus. Amen.